Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Il y a eu des élections dernièrement, c'est d'ailleurs le nouveau Front Populaire qui l'a remporté. Pourtant, la constitution du nouveau gouvernement se trouve à droite toute. Serait-ce un délit démocratique ? Bah oui, encore un. Ce qui m'amène à citer Guy Debord. Dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique. Nous sommes trois ce soir. Philippe, Jean-Pierre et vous autres qui nous regardez. Merci messieurs, dames, merci de nous suivre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors on est en comité restreint, mais c'est tout à fait provisoire. On espère bien, au contraire, dans les prochains jours, faire monter plus de personnes dans cette mosaïque. Déjà pour se renouveler un petit peu, et puis pour être un petit peu plus démocrate, et aller chercher des réflexions un peu chez tout le monde, plutôt que de recevoir une information d'actualité, certes intéressante éventuellement, mais qui n'est pas propice au dialogue nécessaire et qui induit la démocratie. Donc on va essayer d'évoluer sur ce point-là. Et puis ce soir, on va traiter effectivement d'un thème que je laisserai Sylvain nous présenter. Il n'y a pas d'actualité particulière parce que dans ce monde, nous sommes dans une sorte de veillée d'armes, comme disent les militaires, hein, c'est-à-dire qu'on attend la bagarre du lendemain, donc tout le monde ne dort pas, personne ne dort, on est assis, on attend les choses, c'est une veillée d'armes. Parce qu'il y a une date échéance qui s'appelle le 1er octobre, à partir de la date à laquelle, normalement, les États-Unis d'Amérique devraient tout simplement déclarer leur faillite financière. En tout cas, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend parfois. Et on entend aussi et on lit également que cette date a été à nouveau repoussée. Mais elle est toujours repoussée. Hein. Ça fait quelques années qu'elle est repoussée régulièrement. Et puis, à un moment donné, quand la faillite est déclarée, eh bien, au bout d'un certain nombre de fois que cette faillite est déclarée et qu'il n'y a pas de solution pour renflouer les caisses, voilà quoi. Hein. Donc, on sait tous, si on a connu des entreprises ou si on a été soi-même entrepreneur, on sait tous comment ça finit. Et pour les États, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, il va falloir que Washington DC nous dise comment il compte continuer financièrement, sachant que pour l'instant, il y a plus d'argent dans les caisses, tout simplement. Hein. Alors, on pourrait reparler des raisons pour lesquelles il y a plus d'argent dans les caisses, mais c'est pas le sujet de ce soir. Et je voudrais laisser la parole à Sylvain, qui, je crois, a des choses à nous montrer. Ouais, nous allons regarder l'actualité en images. Bruno Retailleau, notre nouveau ministre de l'Intérieur, qui va nous annoncer comme quoi il ne va rien laisser passer et surtout de l'ordre et encore de l'ordre. La politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale. C'est ce qui nous donne une légitimité pour agir, quelles que soient les circonstances politiques. La politique de la majorité nationale, avec 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Je crois à l'ordre comme la condition de l'égalité. La loi du plus fort s'exerce contre le plus faible. Je crois à l'ordre comme la condition de la fraternité, comme une possibilité de la concorde civile. Alors bien sûr, pour conclure, pour terminer, tout ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Jamais je ne raconterai d'histoire aux Français parce que la pente à remonter est rude. Et ce sera dur. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Ça ne peut pas se faire non plus à coups de menton. Il faudra de la persévérance, du professionnalisme, de la constance aussi. Mais il faudra, évidemment, bien sûr, du dialogue. Discours facilement, qu'on peut retenir facilement, de l'ordre, et encore de l'ordre, ce qui nous annonce comme quoi on va en prendre plein les dents prochainement. Mais l'ordre, normalement, c'est pas chez nous qu'il faut le remettre, c'est du côté des politiciens. Waouh, directement, effectivement, une balle dans le jardin. Eh bien, oui, il est tout à fait exact que cet ordre, il nous est promis depuis longtemps.
Et il est tenu, n'en déplaise à M. Retailleau, lorsqu'il y a des gens qui manifestent dans la rue, ben, l'ordre est établi, vous savez comment, hein, à coup de LBD, alors dans les yeux ou dans les genoux, ça dépend des cas. Donc cet ordre-là, il existe. Voilà. L'ordre qui consiste à nous donner des ordres, il existe aussi. Et puis surtout, à force de parler d'ordre, c'est qu'il semblerait en creux qu'on soit dans le désordre, figurez-vous. C'est ce que je comprends, on est dans le désordre. Hein. Or, en fait, on n'est pas spécialement plus que ça dans le désordre. On est simplement dans une faillite. On parlait tout à l'heure de faillite financière, mais on n'est pas loin de s'en rapprocher nous-mêmes. Est-ce que c'est d'ordre dont a besoin la finance? Je ne sais pas. Est-ce que c'est d'ordre dont a besoin l'initiative économique? Je ne crois pas. C'est au contraire de liberté. Bon, il y a toute une série de choses qui ont besoin de liberté, qui ont besoin de latitude. Et il se trouve qu'en France, on nous propose le projet totalement inverse, c'est-à-dire qu'on va resserrer les possibilités aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et là, on va, je ne sais pas si on va vers l'ordre, mais on va vers une sorte de restriction je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais une restriction à pas grand-chose, au coq gaulois. Tiens, je vais prendre cet exemple qui me vient par l'esprit. Quand on symbolise la France, on le symbolise avec un coq, eh bien, on va être réduit à ce coq et rien d'autre. Et encore à condition qu'il ne perde pas ses plumes, parce que ça pourrait bien arriver. Donc, c'est cet ordre en permanence, voilà. Et puis il y a la souveraineté. Alors, la souveraineté, ils nous souhaitent la souveraineté, c'est gentil, mais la souveraineté, on l'aurait si on avait la vraie démocratie, c'est-à-dire la non-représentation politique. Ça serait de la souveraineté pour le peuple français, parce que la souveraineté du peuple, c'est quand le peuple commande. Or, depuis quand le peuple commande-t-il? Ben, depuis jamais. Hein. De temps en temps, il va aux élections et il vote pour un monsieur qui fait à peu près l'inverse de ce qu'il espérait. Après, on lui dit qu'il a mal voté, qu'il aurait fallu voter pour l'autre pour obtenir tel résultat, donc il va voter pour l'autre le coup d'après, ça marche pas non plus. Donc, à quel moment est-ce que le peuple a une autorité, a une souveraineté? Jamais. Donc, la vraie démocratie, c'est ça, c'est pouvoir récupérer le fait de n'avoir pas de représentants. C'est pourtant très simple hein, comme principe. Hein. Je veux pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Mais c'est des choses qu'on n'entend jamais et qui pourtant ont existé par le passé. Alors on nous oppose qu'effectivement dans le passé ça n'a pas marché, que finalement les gens étaient pas si gentils que ça, que figurez-vous que les Athéniens dans l'Antiquité ils avaient comment dirais-je des esclaves et que même les femmes ne pouvaient pas voter. Alors ceux qui vous disent ça, ce sont ceux qui ont justement interdit aux femmes de voter, qui ont justement eu des esclaves plus que de raison. Et qui se moquent un petit peu facilement et à bon compte de ce que la démocratie a réussi à faire dans les années, de cette démocratie qui a duré à peu près 140 années. Hein. Donc voilà. Alors, merci Monsieur Retailleau pour tout ce verbiage, parce que c'est du verbe, hein, c'est bien le verbe, hein, c'est du discours, mais on n'a pas appris grand-chose et surtout on a appris des trucs, c'est-à-dire qu'il nous sort des choses. Premièrement l'ordre, deuxièmement l'ordre, troisièmement l'ordre. On a entendu ce genre de mécanisme. Qu'on pourrait appeler une figure rhétorique tout simplement, hein, qui est un petit peu éculée. J'ai bien dit éculée, hein, voilà, c'est-à-dire ancienne. Et donc cette rhétorique-là, on en a un petit peu par-dessus la tête, quand on n'a plus envie de plaisanter avec ça. Hein, ça devient grave là. Ce monsieur arrive au bout d'une chaîne très très longue. On sait que de toute manière, quel que soit son nom et quelles que soient ses intentions, ce monsieur aura beaucoup de difficultés à faire autre chose que ce qui se serait passé avec n'importe quel autre à sa place. Hein, voilà, parce que les choses sont enclenchées de telle sorte que la seule perspective qu'il nous laisse, c'est l'ordre et l'ordre. Alors, il faudra obéir aux ordres quand on viendra nous prendre notre argent sur notre compte. Il faudra pas faire de désordre, il faudra juste fermer sa bouche et accepter qu'on vienne de prendre de l'argent sur notre compte, parce que cet argent, on en aura besoin pour redresser la pente, évidemment. Mais qui a fait que la pente descendait dans ce sens-là? Est-ce que c'est nous? Ben non, c'est pas nous, c'est les politiciens. Ah oui, alors si c'est des politiciens, ça serait plutôt à eux de payer qu'à nous. Ben oui, mais c'est pas eux qui payent, c'est nous. Voilà, donc bis repetita placent, on est en permanence en train de réinventer les choses, de redire les choses de façon différente. Monsieur Macron est aux abonnés absents, on n'entend plus depuis que monsieur Barnier, ouais, c'est ça, hein, a pris est Premier ministre. Alors notons bien qu'il y avait un monsieur Macron qui était très en avant jusqu'à maintenant, il s'est un peu retiré des voitures. Maintenant, on a monsieur Barnier, Premier ministre, qui a l'air d'un homme sérieux, costaud, qui a de l'expérience,
et qui est un Européen et un européiste convaincu. Et puis maintenant, on a monsieur Bruno Retailleau, alors qui arrive avec des notions d'ordre, alors que ça, c'est des notions plutôt droitières, on va dire les choses. Hein. Je me souviens, dans ma jeunesse, il y avait l'ordre nouveau. Alors ça, je connaissais pas un ordre ancien, un ordre nouveau. Qu'est-ce que c'était qu'un ordre ancien? C'est une organisation de société, évidemment, hein, qui est dictée par une constitution ou simplement par le fait du prince, ce qui marche très bien aussi. Voilà, donc c'est ça un ordre. Voilà, donc on nous promet de l'ordre, mais est-ce qu'on nous promet le bonheur? Est-ce qu'on nous promet la joie? Est-ce que nous sommes dans une situation telle que la guerre est à nos portes et que nous allons tous mourir de faim, d'une balle ou quelque chose? Non, on n'en est pas là du tout. Pourtant, nous avons affaire à un discours quasiment de guerre, hein, quasiment de serrons les rangs, on va y aller, en face l'ennemi est dangereux, etc. Quel ennemi? À part nous, qui est notre ennemi? Voilà, la seule ennemie de la France, c'est la manière dont elle a été gouvernée jusqu'à maintenant. Ça, il faut quand même la céder. Quand on se retrouve avec un déficit budgétaire qui est X fois plus important que celui du prédécesseur qu'on a su critiquer à l'époque, et que maintenant que les gens sont aux affaires, eh bien, c'est pas mieux, quoi. Voilà. Donc, où est l'ordre? Je cherche la réponse à cette question. Voilà. L'Élysée est en train de se changer en commandant de tour. Jean-Pierre, la parole est à toi, si tu veux bien. Merci. Alors, il y a des mots qui ont du sens pour certains, puis qui sont une arme pour d'autres. Une arme pour faire souffrir des gens ou pour les mettre en état d'esclavage. Donc, le mot ordre, très bien, c'est un très beau mot. Faudrait-il encore savoir ce qu'il entend par ce mot-là? Il l'a prononcé 3 fois, certes, sans définir son intention. Qu'est-ce qu'il voit derrière cet ordre? Moi, je ne reconnais aucun ordre, ni dans ce qui s'est passé, ni dans les intentions de ce monsieur. Oui. Qui veut imposer son... Et il nous dit que ça va être dur. Alors, ça a déjà été dur, hein. On a mis des entreprises en faillite. Il y a des tas de gens qui se sont retrouvés extrêmement choqués de se retrouver seuls pendant le confinement. Le peuple de France essaye de se remettre de ce qu'il a subi et on nous dit ça va être dur. Merci, on le savait déjà, c'est déjà dur depuis le début. Donc, si ça va être dur, que ce monsieur, il applique pour lui-même la dureté qu'il nous propose et qu'il nous laisse vivre en paix, nous, le peuple de France, qui souhaitons la paix pour nous-mêmes et pour tous les autres. Merci d'avoir entendu. Alors, on pourrait voilà. terminer cette petite diatribe là, sur l'ordre. Par rapport à tous ces faits divers qu'on est en train de vivre sur des tueries diverses et variées, sur lesquelles je vais pas trop revenir, mais il y a une jeune fille dont je dirais le prénom, qui s'est fait assassiner. Bon voilà, alors aujourd'hui tout le monde réclame, sinon la peine de mort, en tout cas des actions qui soient opérationnelles, c'est-à-dire les OQTF dehors, quoi. Alors la question qui se pose, oui, mais dehors où? Dehors du pays d'où ils viennent, on les rejette. C'est bien dommage pour eux, mais il faut les mettre quelque part. Alors soit dans une zone internationale, pourquoi pas, soit dans une zone qu'il faut mutualiser avec d'autres pays, pourquoi pas. Il y a des solutions à creuser et des solutions à chercher. Pour l'instant, on a le sentiment qu'aucune solution n'est trouvée. Voilà. Alors par contre, les gens qui se sont mis dehors alors qu'ils ont assassiné d'autres gens, ça court les rues, si je puis m'exprimer ainsi. J'en ai croisé moi-même dans le village où j'habitais à une époque. Il y avait un monsieur que tout le monde fuyait. Il avait tué quelqu'un au couteau. C'était un instable, psychiatriquement, je dirais, un peu dérangé, probablement. Hein. Il y a aussi des malades dans ce groupe de personnes. Et quand il prenait le bus, tout le monde était dans le fond du bus quand lui était à côté du chauffeur, quoi. C'était assez amusant. Et puis j'ai vu ces exactions à la tombée du soir sur les lieux de promenade le dimanche, où il faisait fuir tout le monde. Voilà. Et cet homme avait tué quelqu'un. Hein. Voilà. Et il était en liberté. Alors, je sais pas quel était son statut, s'il était français, pas français, ou QTS, pas QTS. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que là où j'habitais, il y avait ce phénomène-là. Et un jour, il y arrivera quelque chose, on se dira, mince, on n'a pas su quoi faire avant, on n'a pas su anticiper. Ben ouais, on va se dire ça, ouais. On va se dire ça. Voilà. Et on va dire à la justice, ne vous contentez pas de produire des sentences, vérifiez que vous vous êtes bien donné les moyens de les faire respecter, s'il vous plaît, quoi. Voilà. Très bien. On va passer au thème du soir et je vais le faire au sens direct. Futur citoyen français, faut-il tout vous dire? Futur citoyen. Alors pourquoi futur citoyen français? Première question. Je sais pas qui a fait ce titre, mais vraiment, c'est très abstrait. Justement, je vous laisse développer. Moi, je ne fais que introduire. Bon, je vais le pousser un petit peu, mais... Voilà. Nous ne sommes pas
citoyens, puisque nous sommes représentés tout simplement. Et que si on n'était pas représentés, on serait effectivement des citoyens dans un cadre démocratique. Puisque ce seraient des citoyens qui auraient choisi leur loi, qui auraient choisi leur projet, etc. Mais qui auraient surtout pas voté pour qui que ce soit. C'est ça la démocratie. Donc, tant qu'on n'est pas non représenté, c'est-à-dire quand on n'est pas, nous les citoyens, les seuls à se présenter pour défendre nos intérêts, eh bien on n'est pas en démocratie et on n'est pas des citoyens. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Ça c'est juste pour le vocabulaire, hein, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc les futurs citoyens, bah, c'est ceux qui un jour arriveront à se gouverner par eux-mêmes sans passer par des intermédiaires. Alors je sais que là je fais lever les trois quarts de la planète en disant oui mais ça marche pas, les gens sont pas capables de se gouverner eux-mêmes. Ça c'est le cœur du débat qui n'a jamais été exploité jusqu'au bout. On y reviendra sur cette chaîne. Mais il va falloir faire intervenir qui de droit, hein, puisqu'il y a des spécialistes en la matière. Évidemment, on va citer la plus connue d'entre eux, c'est Yotta Angelaki, qui s'y connaît un petit peu mieux que nous tous sur la notion même de démocratie et sur la manière de l'appliquer. Voilà, ça sera un chapitre à part. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est les futurs citoyens, ce sont ceux voilà qui seront souverains, qui seront donc pas représentés. Et quelle était la première partie de la phrase? Faut-il tout dire? Faut-il tout dire? Alors oui, ça c'est le deuxième point, c'est que quand on a affaire à des citoyens, on a affaire à des gens responsables. Donc, quand on a affaire à des gens responsables, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à la fois responsables politiquement, ils vont faire des choix en commun ou séparément, peu importe. Ces choix seront validés par un jeu de majorité. Qui sera une majorité forte. On a déjà eu l'occasion de le dire, mais on le redit, hein, la majorité sera forte de l'ordre de 70%, en deçà de laquelle on n'ira pas, parce que ça veut dire que on n'aura pas le consensus. Si on va à 51-49, comme c'est le cas le plus souvent pour élire, par exemple, un président de la République, eh bien, on est dans le cas d'un affrontement, c'est-à-dire qu'il y a 50% de la population qui va affronter 50% de l'autre. Voilà. Et alors que nous souhaitons des consensus non pas politiques, mais des consensus pour faire avancer la vie en société. Voilà. Donc, et faire sortir la politique du jeu, tout simplement. Ça, c'est la vraie démocratie. Donc, faut-il tout dire à des gens qui sont en responsabilité? Ben, déjà, on peut leur dire plus de choses qu'à ceux qui ne le sont pas. Prenons un exemple tout simple. Des parents disent à leurs enfants, quand ils sont un petit peu turbulents au début, ça joue, et puis ça monte un peu dans les tours. L'enfant devient turbulent, et le père ou la mère d'ailleurs disent attention, je ne plaisante plus. Maintenant, il faut que tu t'arrêtes. Donc ça, c'est l'autorité. Voilà. Donc à un moment donné, il faut cette autorité-là pour dire que on peut te dire des choses, mais là, il faut que tu dépasses pas les bornes. Voilà ce que ça veut dire. Eh ben, il en est pareil de la même façon avec aujourd'hui les gens de France. Hein, et on leur dit vous arrêtez, ben, ils s'arrêtent sous quoi? Bah, sous la coercition évidemment, parce qu'ils étaient bien partis pour aller contre tels et tels projets politiques, mais visiblement dans la rue ça n'a pas fonctionné. Et donc que faire maintenant? Donc bah, accepter le jeu qui nous est proposé au travers tout simplement de la République. Cette République qui est tellement porteuse de corruption, tellement porteuse de voilà de représentation politique qui permet de tout faire. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut un petit peu éradiquer. Et faut-il dire aux Français tout? Alors, j'aimerais, avant d'en parler moi-même, vous laisser, messieurs, la parole sur ce point-là, après que j'ai un petit peu déblayé le sens des autres de l'autre partie de la phrase. Je te propose de prendre la parole, Jean-Pierre, puisque tu as levé la main. Oui, merci. Alors, déjà, faut-il. Alors, je remercie l'introduction de ce mot qui, je le rappelle, a envoyé des milliers de gens à la mort, puisque les SS, il fallait qu'ils le fassent. Donc, ils l'ont fait, tout simplement. Sans se poser de questions, ils ont appelé ça le langage bureaucratique, qui permet d'accomplir des exactions sans se sentir responsable. Donc, pouvons-nous choisir, et est-ce que moi je choisis de dire la vérité? Je choisis de dire la mienne, en tous les cas. C'est mon choix et je l'assume, à titre personnel. Donc, choisissons-nous, et il me semble qu'au Conseil national de transition français canal historique, nous avons choisi de dire toute la vérité en notre possession. Certains ne feront peut-être pas le même choix. Et j'en reviens sur le futur. Pour moi,
un citoyen de l'univers qui tend l'oreille à la vérité accomplit déjà un acte citoyen. Un être. Alors, il est peut-être pas citoyen parce qu'il a pas, il est représenté et donc il n'a pas le pouvoir d'être citoyen. Mais du moment qu'il tend l'oreille, il accomplit déjà un acte citoyen. Merci d'avoir entendu. Je vous écoute. Moi, je pense qu'il est important de dire les choses pour savoir exactement où on en est. Effectivement, quand on est citoyen, c'est-à-dire responsable à ce niveau-là. Par exemple, s'il y a un trou, j'ai envie de savoir où est-ce pour ne pas tomber dedans. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a d'autres. Après, on peut monter dans les niveaux de conscience. On ne dit pas tout aux citoyens, effectivement. Il y a un trou dans ma rue, je sais pas à quoi ça sert. Je suppose que c'est pour changer les canalisations, mais on m'a rien dit, on m'a pas prévenu. J'ai pas eu de mots dans ma boîte à lettres. Ça, c'est un des niveaux. Et puis, vous avez les niveaux supérieurs. On me dit qu'effectivement, il y a une enseignante qui a un petit peu bousculé un enfant de 3 ans. C'est pas bien. Mais est-ce qu'on m'a parlé des 11 000 enfants français qui disparaissent chaque année? Ben non. Pourtant, il y a une vérité derrière tout ça. C'est un peu comme les tuyaux en bas de ma rue, mais sauf que les conséquences sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans un cas, je suis pas prévenu de quel type de tuyau on installe, mais dans l'autre, on ne me prévient pas qu'il y a 11 000 enfants qui disparaissent par an. C'est quand même bizarre que je sois pas prévenu, parce que au moins que je surveille mes propres enfants, que je laisse partir à l'école tout seul, les malheureux. Mais si je savais ça, mais jamais je les laisserais partir tout seul. Et puis il y a tout cet ensemble d'informations. Voilà. Donc tout dire. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est la bonne solution? On a en ce moment dans un monde qui bouge, qu'on évoquait tout à l'heure, des échéances, c'est-à-dire qu'il va y avoir des élections américaines, il va y avoir au 1er octobre possiblement la faillite déclarée de Washington DC, District of Columbia, qui est cette partie administrative et qui représente une dizaine de kilomètres carrés aux États-Unis d'Amérique et qui s'oppose à la République américaine des États-Unis d'Amérique, qui s'oppose ou qui est jouxté avec il y a deux entités différentes en fait. Hein. Donc, voilà. Donc oui, est-ce qu'on peut tout dire? Il y a des choses sous-entendues quand on discute avec des politologues ou des gens sérieux qui nous disent mais ça on peut pas le dire parce que si on le dit aux gens, ça va être la panique, ils vont plus savoir quoi faire, ça va partir dans tous les sens. Non. D'abord pour ce qui est de la panique, il faut aller très très loin parce que quand on voit comment on réagit des personnes sur comment dirais-je, le phénomène des extraterrestres en quelque sorte. Attention, je suis pas dans le folklore, là, je suis dans le vérifié, je suis dans le témoigner. Hein. On est en l'an 800, on est en France, on est du côté de la ville de Lyon, et tombent du ciel des gens qui tombent visiblement de vaisseaux, voilà. Et ceux qui sont en bas, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, eh bien, on se dit, bah ça, c'est le diable qui nous envoie des milliers de personnes, et il faut renvoyer ces gens chez eux. Et donc, ils attrapent des corps qui ont 2 bras, 2 jambes, une tête, drôle de tête d'ailleurs, et ils les clouent sur des planches. Et ils disent, on va les faire glisser sur le Rhône, le fleuve du coin, et comme ça, ceux qui sont en haut verront le message, ne descendez pas, sinon vous allez finir comme eux. C'est plutôt techniquement bien pensé, je dirais. Mais quant au reste, toute la partie émotionnelle, puisque c'est le diable qui existe, parce que dans la religion de l'époque, le diable existe évidemment, hein, eh bien, les gens n'étaient pas plus surpris que ça. Aujourd'hui, si on fait une transposition de cet événement-là, on va dire quoi? C'est les extraterrestres qui descendent, qui viennent nous dire bonjour. Parce que s'ils voulaient nous tuer, il y a longtemps qu'on serait mort, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Donc les gens ne seront pas surpris non plus. Donc, est-ce qu'on peut tout dire? On peut déjà dire ça. Oui, il y a des choses qu'on peut évoquer, en tout cas. Il y a des gens qui disent, les extraterrestres, d'abord, 1, je m'en fiche. 2, je verrai bien quand je les verrai. 3, ça met pas de blé dans la soupe, que sais-je encore. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, ça n'est pas palpable. Donc, c'est juste une idée comme ça, mais qui peut, du jour au lendemain, se concrétiser. Et les gens sont prêts à cette concrétisation. Pourquoi? Parce que Hollywood y a participé massivement. Hein, voilà. Hollywood, c'est la manière de penser, etc. Donc on vous dit, voilà, il y a des extraterrestres, ils sont plutôt méchants dans certains cas, mais il peut y avoir aussi des gentils. Donc voilà, donc il y a toute une narration autour de ça. Et voilà. Et donc, est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut parler de ça? Est-ce qu'il faut parler de l'avenir de la médication, par exemple? Est-ce qu'il faut dire que il y a des solutions alternatives à la médecine classique? En prenant le risque évidemment de se faire un petit peu taper sur les doigts par les gouvernements, parce que les gouvernements étant pilotés eux-mêmes par ceux qui fabriquent cette médication, qui sont les vrais potentats, hein,
eh bien, on risque effectivement d'avoir un retour de bâton sévère. Donc, est-ce qu'on doit quand même le dire? Ben oui, si on le dit pas, ben, les gens vont jamais trouver la nécessité de faire changer les choses. Or, il y a ceux qui savent un peu, hein, pas beaucoup, mais qui savent un petit peu, qui se renseignent en tout cas, qui vont sur Internet et qui prennent des informations, et puis qui en tirent quelques conclusions, et puis qui se mettent en groupe, et puis qui se disent, ça peut pas durer comme ça, il y a des choses qu'il faut changer, mais il faut en parler. Ah, mais non, on peut pas en parler parce que les gens vont tomber en syncope. Ah. Alors nous, au sein du CNTFCH, on dit non, les gens vont pas tomber en syncope. Les gens vont tomber en syncope si on continue comme sur le chemin sur lequel on est. Les gens vont tomber en syncope si, comme le dit M. Retailleau, on fait effectivement de l'ordre et de l'ordre. Là, il va y avoir des syncopes, ça c'est sûr. Hein. Donc c'est pas simplement se dire tout changer pour tout changer, c'est se dire on nous masque cette vérité générale. Nous le savons parce que nous la retrouvons sur certains réseaux d'internet auprès de gens qui sont tout à fait fiables. Et voilà. Et qui d'autre pourrait accéder à ces informations? Bah tout le monde, les enfants, les moyens, les petits, les grands, les anciens, tout le monde aura accès à ce genre d'informations. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin de cohérence, ils ont besoin de comprendre comment les choses s'articulent entre elles. Pourquoi est-ce que un jour il se passe ça, puis le lendemain il se passe un truc complètement incohérent, on n'a pas compris, les gens comprennent pas. Les explications, elles sont sur Net, elles sont un peu compliquées parfois. Il y a des veilleurs comme nous qui effectivement faisons quasi métier de les débunker, de les désintriquer, de les comprendre tout simplement, de les porter à jour, de les mettre à jour. Voilà. Alors tout le monde ne fait pas métier de ça. Et puis le quotidien, c'est pas ça. Le quotidien, c'est savoir comment je fais pour vivre, faire nourrir ma famille, éventuellement avoir des loisirs, respirer et trouver dans cette société de plus en plus complexe ma place en tant qu'individu. Aujourd'hui, ces questions-là sont majeures, elles pèsent très lourd et elles laissent peu de temps aux individus, justement, ou aux familles, pour réfléchir à d'autres choses, quoi. Donc voilà, le travail que nous faisons, nous, c'est d'aller chercher ces matières à réflexion ailleurs, et nous disons qu'il faut les transmettre par notre canal, c'est comme ce soir, les transmettre par tout moyen utile, et répondre à des questions quand c'est le cas. Je rappelle que tous les lundis soirs, nous répondons à toutes les questions que se posent nos adhérents, sur différents sujets très variés, voilà. Et on a souvent des bons retours parce que les gens se sentent nourris d'une réflexion intelligible à défaut d'être intelligente. On espère qu'elle l'est un petit peu, mais en tout cas compréhensible par tous. Et ils se sentent nourris. Je crois que le mot le plus propre, c'est celui-ci. Hein. Voilà. Et puis je dirais que quand ils apprennent les choses, les gens, qu'est-ce qu'ils sont? Eh ben, ils sont soulagés. Ah, c'était donc comme ça. C'est pour cette raison et cette raison. Là, je comprends. Je suis soulagé. Ça va pas être facile, mais au moins on comprend où on va, quoi. Voilà, notre mission à nous, c'est ça, c'est de communiquer là-dessus. Et puis il y a, je pense qu'il y aura un peu plus loin, en allant un petit peu plus loin, une forme de délivrance, quoi. Une forme de délivrance de toutes les pressions qu'on reçoit. D'une part, de par la guerre en Ukraine, de par la guerre à Gaza, de par les élections américaines qui ne sauraient tarder, etc., etc. Et tout le monde subit des pressions. Alors on nous parle des BRICS, c'est cette moitié de la planète, 70% de la planète, des habitants de la planète sont désormais sous la logique des BRICS. La logique des BRICS, c'est quoi? C'est un argent qui a de la valeur déjà, premièrement, adossé sur des actifs, en priorité de l'or. Alors ça paraît vieux jeu. Je crois que c'était, je ne sais plus quel était cet économiste qui disait que l'or était une relique barbare. Hein. Sous-entendu, on ne devrait plus l'utiliser pour adosser nos valeurs et nos actifs. Ça ne devrait plus être utilisé. Ben, cette relique dite barbare, elle n'a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui. L'or flambe depuis plus d'un an. Ce qui en est la preuve. Donc, il n'y a pas de relique barbare, il y a simplement des procédés qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, d'autres qui nous ont emmenés dans le mur au niveau financier, notamment la France, où on est débiteur de je ne sais plus combien, pardonnez-moi, de milliards d'euros qu'on aura du mal à rattraper, qu'on aura du mal à payer, et qu'on veut nous faire payer à nous, alors que ce sont les politiques de ces messieurs d'avant qui nous ont menés dans cette situation. Voilà. Donc, je vous laisse conclure sur le bien fondé de la réflexion de ces messieurs qui nous proposent de l'ordre et de l'ordre. Voilà, ce qu'ils veulent surtout, c'est de l'ordre pour eux et qu'on soit, nous, alignés, qu'on ne bouge pas et qu'on fasse exactement ce qu'ils nous demandent pour qu'on puisse avoir un espoir d'être sauvés grâce à leur grande, leur grande compétence. Voilà. Ouais, bah, je vais faire une réponse. On a fini, on est d'accord? Je peux conclure?
Bien sûr, bien sûr. Très bien. Alors, je vais faire une réponse à monsieur Bruno Retailleau, notre sinistre de l'Intérieur, qui veut de l'ordre. Il l'a dit 3 fois. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Alors, nous aussi, on a 3 mots qui vont bien, justement, face à l'adversité. Vibration, musique, démocratie. Merci messieurs, merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Prochain rendez-vous juste avant le week-end, ça veut dire vendredi aux alentours de 19h30 avec le Conseil national de transition français, Canal historique et La France libre. En attendant, excellente soirée.